Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le dernier film, Les Trois Mousquetaires, partie 1, d'Artagnan, a rassemblé plus de 3 millions de spectateurs. Alors avec un budget de 75 millions d'euros, un casting 5 étoiles, avec notamment Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, François Civil et Eva Green. Alors c'est un pari réussi donc pour cette énième adaptation de ce roman éternel de la littérature française. Alors si l'adaptation cinématographique prend des libertés avec le roman prend-il des libertés avec l'histoire? Alors pour en parler, évidemment, nous sommes avec un historien que vous connaissez bien, Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, historien, politologue français, auteur notamment d'une biographie sur Jésus, de l'Histoire de France, le vrai roman national aux éditions Fayard, de Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passation de Jésus-Christ aux éditions Talendier. Nous avons déjà fait une interview avec vous pour ce livre. On invite les auditeurs à la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis vous êtes auteur d'un livre sur D'Artagnan, le véritable D'Artagnan, aux éditions Talendier aussi. Alors on va voir ensemble qui est véritablement D'Artagnan, et puis si tous les protagonistes de cette histoire ont véritablement existé, quels étaient leurs rôles dans la grande histoire. Alors d'abord on va se focaliser sur Alexandre Dumas. Quelles ont été les inspirations d'Alexandre Dumas pour son livre Les Trois Mousquetaires, autre que D'Artagnan, parce qu'après on se focalisera sur D'Artagnan, mais déjà, comment Alexandre Dumas a décidé donc, d'écrire ce roman des Trois Mousquetaires? Alors, Alexandre Dumas s'est inspiré des mémoires de Monsieur D'Artagnan, capitaine-lieutenant de la Compagnie des Mousquetaires du Roi, qui est un ouvrage paru en 1700, et qui est dû non pas à D'Artagnan lui-même, mais à un polygraphe, un auteur à succès à cette époque-là, qui écrivait des petits romans picaresques, et qui s'appelait Courtil de Sandras, qui lui-même avait été mousquetaire dans les années 1660, et qui a fait un séjour à la Bastille où il a rencontré le gouverneur, lequel gouverneur était un ami de D'Artagnan. Mais ça lui donne pas non plus autorité pour écrire une véritable biographie de D'Artagnan. Il s'est inspiré de rumeurs et puis beaucoup d'inventions. Il a créé en partie le personnage un peu mythique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le véritable D'Artagnan, lui, a existé. Saint-Simon en parle même dans ses mémoires. Il dit il se fit estimer à la guerre et à la cour, où il entra si avant dans les bonnes grâces du roi, qu'il y a toute apparence qu'il eût fait une fortune considérable s'il n'eût été tué devant le Maastricht en 1673. On est à 2 générations après D'Artagnan, bien sûr. Et donc, le véritable D'Artagnan, vous dites, c'est un agent de confiance de Louis XIV, alors que, bon, dans les Trois Mousquetaires, c'est le roi et Louis XIII. Donc, c'est un agent de Louis XIV, et puis il est présent à des grands moments donc, du règne de Louis XIV, notamment l'arrestation de Fouquet et l'emprisonnement de Lauzun. Voilà, c'est ça. Ce D'Artagnan donc qui a existé n'est pas un personnage considérable sous le règne de Louis XIII, et toutes les aventures qui ont été prêtées par Dumas à D'Artagnan n'ont pas existé. En tout cas, il n'y a pas participé. Il n'a pas participé au fameux siège de La Rochelle, par exemple. On sait seulement qu'il est né, et on n'est même pas sûr d'ailleurs de sa date de naissance, parce que les archives du château de Castelmore, où il est né, près de Lupiac, dans le Gers, ont disparu. On sait qu'il est né vers 1611-1613. Il est entré dans la compagnie des mousquetaires vers 1630. On a une certitude, c'est qu'on trouve son nom sur une liste de présence, ce qu'on appelle une montre, après une revue, postérieure à une revue, passé devant au château des Coings en mars 1633. Là, il y a marqué Charles D'Artagnan. Il s'appelait en effet Charles Augier de Batz de Castelmore, et il a pris le nom de sa mère, Françoise D'Artagnan. Pourquoi? Parce que son père était Bertrand de Batz, était un noble très récent, il s'était agrégé assidieusement à la petite noblesse gasconne,
mais le nom le plus prestigieux, c'était celui de sa mère, qui était une Montesquieu, Françoise de Montesquieu, de la branche d'Artagnan. Mhm. Et justement, donc il est connu pour des faits d'armes, notamment la guerre de Hollande. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, donc il est surtout connu pour d'abord, comme il est entré comme agent qu'on appelle gentilhomme ordinaire du cardinal Mazarin. Voilà, donc il apparaît véritablement dans l'histoire à partir des années 1646, 1650. Là, il est au service de Mazarin, donc au service de la régente et puis du jeune Louis XIV. C'est un homme vaillant, très bon serviteur du roi, pas du tout ce bretteur qu'on nous représente dans les films de cap et d'épée, qui sort son épée pour un rien. Là, il y a un décalage entre la réalité et puis l'histoire. C'est un homme tout à fait remarquable, c'est indiscutable, qui est un héros même de guerre, mais qui n'est pas le mousquetaire brouillon qu'on nous présente dans les films et dans le roman. Et à la fin de sa vie, il devient gouverneur de Lille, mais il meurt tout de même au siège donc, de Maastricht. Voilà, donc il a eu plusieurs missions, notamment l'arrestation et puis la garde de Nicolas Fouquet. C'était une opération assez compliquée à mener parce que Fouquet était un puissant personnage qui pouvait se révolter. Il avait fortifié la place de Belle-Île en mer et il pouvait s'y réfugier et lever des troupes. Il avait même commandé des vaisseaux de guerre à Hollande, donc il était un personnage dangereux, subversif. Et D'Artagnan donc l'a arrêté à Nantes et puis l'a gardé jusqu'à à la fin de son procès et l'a conduit à la prison de Pignerol. Puis il a rempli d'autres missions, notamment il a arrêté également le comte de Lauzun qui était l'amoureux de la grande mademoiselle. Il l'a conduit aussi à Pignerol, mais auparavant il avait participé à la guerre de dévolution contre l'Espagne. Il s'était illustré à Douai, à Tournai, à Lille, donc des grands sièges du règne, à la prise de Besançon en 1668 avec le prince de Condé. Voilà le personnage qui a été nommé d'abord lieutenant dans les gardes françaises et puis capitaine au régiment des gardes, donc dans l'armée de Monsieur Turenne, et promu sous-lieutenant d'accompagnie des mousquetaires du roi, qui est véritablement le fer de lance de ce qu'on appelle la maison du roi, c'est-à-dire la maison militaire de Louis XIV, qui accompagne le roi lorsque le roi se déplace dans les provinces et surtout à la guerre. Justement, on reviendra sur ce corps des mousquetaires. Je voulais revenir avec vous sur la famille d'Artagnan. Qui est Madame d'Artagnan? Il a eu une famille, il a pu avoir une vie de famille? Alors, il n'a pas eu une vie de famille très importante puisque il a épousé une veuve de Brest, de Bourgogne, Anne-Charlotte de Champ-le-Cy, avec laquelle il s'est pas bien entendu. Il semble que Madame d'Artagnan était un peu une épouse accapareuse, dit-on, d'après les mémoires notamment d'un proche de D'Artagnan qui s'appelle Carré d'Aligny, qui nous donne des renseignements très importants sur D'Artagnan et très admiratifs d'ailleurs, mais voilà, il a fallu que D'Artagnan demande une lettre de cachet au roi pour éloigner sa femme, et ils se sont séparés de corps après avoir eu d'ailleurs 2 enfants. Donc D'Artagnan, pas une grande vie de famille, on le comprend. Alors il meurt quand même au siège de Maastricht, alors qu'il est gouverneur de Lille. Alors comment dans quelles conditions il décède? Gouverneur de Lille, donc il va participer à la guerre de Hollande. Et d'abord comme gouverneur de Lille, gouverneur intérimaire, parce qu'il remplace le maréchal d'Humières, qui était en disgracié, et donc le roi avait besoin d'un homme sûr pour garder cette place de Lille pendant qu'il partait à la conquête des Provinces-Unies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Pays-Bas aujourd'hui, bien sûr. Donc il va rester plusieurs mois à Lille.
Il va d'ailleurs montrer un caractère assez ferme, assez autoritaire, avec des disputes qu'on peut voir, qu'on peut lire dans la correspondance qu'il échange avec le marquis de Louvois, qui est secrétaire d'État à la guerre. Et puis, après avoir accompli cette mission, c'est délicate, eh bien, il va suivre le roi dans la deuxième campagne de Hollande en 1673. Et l'objet de cette campagne, c'est de prendre la place forte de Maastricht, très, très importante. Et donc, ça va se passer au mois de juin 1673. Et c'est là que D'Artagnan va trouver la mort. Donc ça, c'était pour le personnage de D'Artagnan, le vrai D'Artagnan. Une mort héroïque, d'ailleurs, il faut dire, puisque le 25 juin 1673, il y avait une contre-offensive qui a été menée par les assiégés et il a fallu, dans l'urgence, rassembler des troupes. D'Artagnan n'était pas ce qu'on appelle de jour, c'est-à-dire n'était pas en service à ce moment-là, mais malgré tout, il a pris l'initiative et il est parti pour reconquérir une demi-lune qui avait été prise dans la nuit et donc il meurt héroïquement. Donc ça, c'est pour le véritable D'Artagnan. On va aussi parler donc, de ce contexte historique. Évidemment, les mousquetaires, vous nous dites que les mousquetaires ont véritablement existé. Les mousquetaires du roi qui occupaient la place de garde du corps, voilà, qui l'accompagnaient lors de ses déplacements. Alors, comme c'est le rêve de D'Artagnan dans le livre, dans le film, de devenir un mousquetaire. Alors, comment on devenait un mousquetaire à l'époque ? Alors, la compagnie des mousquetaires, elle a pour origine au départ, en 1600, une compagnie de carabins créée par Henri IV. C'est-à-dire, Henri IV avait voulu attacher à son service des gentilshommes gascons ou béarnais, qui se comprend, armés de carabines et qui l'accompagneraient dans les opérations militaires. Et justement, petit mot, pourquoi, vous dites justement qu'ils étaient gascons ou béarnais, pourquoi choisir dans ces régions-là ? Parce que Henri IV était béarnais et donc de ce fait les gentilshommes de la région et de la Gascogne ont eu un certain privilège à ce moment-là pour entrer dans cette compagnie. Il faut voir qu'on est dans un système un peu clientélaire, même à l'armée. Et les grands capitaines des mousquetaires sous le règne d'Henri IV d'abord et puis surtout sur Louis XIII, puisque les carabins n'ont pas duré très longtemps. Ça a été créé en 1600 et Henri IV meurt en 1610. Mais à partir de là, c'est le règne de Louis XIII qui s'étend. Et c'est en 1622 que Louis XIII, remplaçant les carabines des carabins par des mousquets, une arme plus moderne, entre guillemets, parce que elle était d'un maniement très difficile, eh bien, cette compagnie va avoir des responsables d'origine béarnaise, notamment le comte de Tréville, qu'on trouve dans les romans d'Alexandre Dumas. Qui a véritablement existé, le comte de Rochefort. Absolument. Et donc, comment on devenait mousquetaire ? C'est-à-dire qu'il fallait, il y avait parce que dans certains films, on nous présente ça comme un entraînement de ninja, vous savez, de ninja du roi, alors que véritablement, comment on devenait mousquetaire ? Il fallait avoir des liens avec des mousquetaires. Déjà, il fallait être à Paris, il fallait être gascon, il fallait être béarnais. Voilà, en général, pas obligatoirement, mais enfin, on était plutôt béarnais ou gascon. On montait à Paris, et puis on pouvait faire ses premières armes dans le régiment des gardes françaises, 1 an, 2 ans, 3 ans, et de là, on pouvait devenir mousquetaire du roi. Alors, c'est une compagnie qui sert aussi bien à pied qu'à cheval, et qui est très très prestigieuse puisqu'elle accompagne le roi. Le roi est accompagné en fait par sa maison militaire, et à l'intérieur de sa maison militaire, il y a deux types de militaires. Il y a d'un côté les gardes du corps du roi, qui eux ont la garde des maisons royales, à l'intérieur des maisons royales, et puis il y a les mousquetaires, chevaux légers, gendarmes du roi, qui accompagnent le roi dans les missions militaires. Et les plus proches du roi, ceux qui sont proches du quartier du roi, en cas de siège, eh bien ce sont les mousquetaires du roi. Alors, ce sont les mousquetaires du roi. Les mousquetaires accompagnent le roi lors de ses déplacements. Mais dans le livre, donc, ils ont aussi des missions spécifiques pour le roi. Est-ce que ça existait véritablement ? Il y avait des missions, des intrigues où les mousquetaires étaient liés ?
Alors, les mousquetaires ont été chargés de différentes missions, et notamment la plus importante, comme je le disais, c'était l'arrestation de Fouquet, mais il y en a eu d'autres. Les mousquetaires aussi ont été chargés, malheureusement, il faut le dire, de réprimer un soulèvement paysan dans le Vivarais. Et il a fallu envoyer les mousquetaires et puis des troupes régulières pour réprimer une violente insurrection, ce qu'on appelle une émotion populaire. Il y en a eu ultérieurement en Bretagne, mais D'Artagnan était mort à ce moment-là, mais on a également envoyé les mousquetaires à combattre ces paysans armés qui se révoltaient contre le roi. Donc, on a parlé du comte de Rochefort, comte de Rochefort, le comte de Tréville, le capitaine des mousquetaires qui a véritablement existé. Donc, Alexandre Dumas s'est imprégné de son histoire. Mais alors, il y a 3 mousquetaires qui rencontrent un 4e mousquetaire qui est D'Artagnan. Est-ce que ça a été inventé ou c'est une histoire qui a véritablement existé, c'est-à-dire des petits corps de mousquetaires qui avaient des missions spécifiques pour le roi? Alors, c'est Alexandre Dumas qui a trouvé les noms d'Athos, Porthos et Aramis dans les mémoires de Monsieur D'Artagnan, donc les mémoires apocryphes écrits par Courtil de Sambras. D'après lui, ces 3 personnages étaient des frères et donc ils auraient connu D'Artagnan. On a fait des recherches, les historiens de la fin du 19e ont fait des recherches dans les archives autour de ces personnages et on s'aperçoit qu'ils sont un peu plus jeunes que notre D'Artagnan, donc ils ont dû naître vers 1617, 1620. On a Athos, en réalité, serait Armand de Silègue d'Athos, né vers 1620, mais qui meurt très très vite, qui est mousquetaire, en effet, on le voit dans une montre, comme je disais tout à l'heure, mais qui meurt en décembre 1643, donc il est tout jeune, il a 22, 23 ans, c'est pas bien. Probablement à la suite d'un duel, puisque son acte de décès, retrouvé sur les registres de la paroisse Saint-Sulpice, nous dit convoi et enterrement de défunt Armand Athos d'Hautevielle, mousquetaire de la garde du roi, pris proche de la halle du Pré-aux-Clercs. Et le Pré-aux-Clercs, c'était le lieu où on se battait en duel. Donc ce sont... Alors, voilà, donc ça c'est pour Athos. Pour Porthos, on sait qu'il s'appelait Isaac de Porto. Il était issu d'une famille de noblesse protestante du Béarn. Il est arrivé, qu'il a servi le roi au régiment des gardes françaises. On ne sait pas s'il est entré dans la compagnie des mousquetaires. Et on sait que vers 1650, donc il est revenu très tôt au pays, probablement blessé, il a occupé un emploi subalterne de garde des munitions à la citadelle de Navarinx. En général, c'était un emploi qu'on attribuait à des impotents. Et puis Aramis, lui, s'appelait Henri d'Aramitz, il est né vers 1620, vieille famille béarnaise, parente de Monsieur de Tréville. Là, on voit aussi les jeux des relations. Et lui, il était cousin germain de Monsieur de Tréville. Il a servi dans la compagnie des mousquetaires. Et lui aussi est rentré assez tôt au pays. Donc on ne sait pas si D'Artagnan a véritablement rencontré ces gens-là. Alexandre Dumas s'est imprégné de cette histoire, de ces 3 frères. Alors, je voulais parler de l'histoire des ferrets de la reine, des colliers de la reine, qui est l'intrigue centrale des 3 mousquetaires. Donc, on le rappelle, donc l'épouse de Louis XIII, qui est accusée d'avoir offert des bijoux au duc de Buckingham, ambassadeur d'Angleterre. Donc, évidemment, pour éviter le déshonneur et la guerre, les 3 mousquetaires font tout pour récupérer ces colliers. Alors, est-ce que cette intrigue des ferrets de la reine, des colliers de la reine, a-t-elle véritablement existé? On n'en est pas sûr. Les historiens en discutent encore. On a juste une mention de cette anecdote dans les mémoires de Monsieur de la Rochefoucauld. Mais bien entendu, D'Artagnan n'a pas été mêlé à cette affaire, ni à l'affaire Buckingham, ni à comme je le disais tout à l'heure, au siège de La Rochelle. Il était trop jeune, et en tout cas, il n'est pas mentionné dans les mémoires à cette occasion. Voilà, donc le D'Artagnan, la carrière militaire de D'Artagnan se déroule essentiellement sous le règne de Louis XIV et non pas sous le règne de Louis XIII. Il faut bien le préciser.
Mais justement, pourquoi ça aurait été un scandale d'État de savoir que la pousse de Louis XIII avait offert des bijoux à un ambassadeur anglais? Alors, le scandale, c'est que, évidemment, ce serait des amours d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham, qui était le favori de Charles Ier. On sait que Buckingham est tombé très amoureux de la reine quand il est venu en France. Tout ça est vrai, alors, par contre. Mais est-ce qu'elle lui a donné son collier ou une partie des ferrets? Ça reste, c'est une possibilité, ça reste douteux. En tout cas, il n'y a jamais eu une aventure très très grande. On parle d'un moment d'égarement du duc de Buckingham qui aurait voulu embrasser la reine dans un jardin d'Amiens. C'est tout. Mais bon, il est sûr qu'Anne d'Autriche a été flattée peut-être de cette amourette du duc de Buckingham. Tout cela n'a pas duré très longtemps. Et Buckingham est rentré en Angleterre et puis il a préparé l'expédition de l'île Dorée et après l'équipé de La Rochelle. Oui, c'était un prétexte pour donc cette grande aventure qu'est Les Trois Mousquetaires, qui est toujours au cinéma, on le rappelle. On est avec Jean-Christian Petit-Fils, parce que vous êtes penché sur le véritable d'Artagnan. Vous en avez fait un livre, Le véritable d'Artagnan, aux éditions Talendier. Vous êtes aussi le biographe de Louis XIII. Louis XIII, donc, qui est présent dans le livre et dans le film. Louis XIII, qui est joué par Louis Garrel. Alors, il y a eu quelques critiques, parce qu'on le présente comme un roi paresseux, un roi un peu dilettant, un peu ridicule. Aussi un roi qui se fait tromper donc par sa femme Anne d'Autriche. Cette interprétation de Louis XIII, elle est fidèle au véritable Louis XIII, au Louis XIII historique? Alors ça tient aux romantiques du 19e qui ont transformé complètement le caractère de Louis XIII en en faisant un homme sous la coupe du cardinal de Richelieu, l'homme rouge comme on l'appelait, et un esclave couronné, comme me disent Victor Hugo, Alfred de Vigny, et la même chose pour Dumas, qui voit en lui un cœur faible, je cite, sans générosité, capable de la plus froide cruauté. Et tout cela est faux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le règne de Louis XIII. J'en ai écrit une grande biographie de ce roi. Et moi, je crois que c'est un grand roi, un très grand roi, au caractère bien trempé, malgré une timidité, c'est sûr, et une mélancolie native. Un homme pieux, vaillant à la guerre, très très jaloux de son autorité. Et d'ailleurs, Richelieu tremblait devant le roi, contrairement à ce qu'on pense. Richelieu disait « Les quatre coins du cabinet du roi sont plus durs pour moi à conquérir que tous les champs de bataille de l'Europe. » Donc c'est un homme autoritaire, à la volonté inflexible, qui a le sens de la majesté, qui a le sens de la grandeur, et qui cherche à en imposer Richelieu, qui est une figure tout à fait admirable et un homme vraiment remarquable. Mais les deux hommes, en fait, se complétaient. Louis XIII était bègue, timide, et Richelieu a su exprimer la pensée politique du grand roi. Oui, parce que dans le roman, évidemment, on nous présente un cardinal Richelieu machiavélique qui n'a qu'une idée en tête, c'est de faire tomber le roi, ce qui n'était pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est un grand serviteur du roi, un homme d'église aussi, faut bien le souligner, qui s'inscrit dans la tradition de la contre-réforme catholique du Concile de Trente et qui veut affirmer l'autorité de l'État face à l'Espagne qui ambitionne de dominer l'Europe, la maison d'Autriche. Et puis face aux grands aussi qui cherchent constamment à rogner le pouvoir royal. Et donc il y a aussi la figure de Milady qui est jouée par Eva Green, une femme forte, une femme qui est l'équivalent des mousquetaires mais pour la cause de l'Angleterre. C'est existé ce genre de femme indépendante qui essayait donc de renverser la couronne. Alors Milady, c'est probablement sur le plan historique Lady Carlisle, qui du
duchesse de Northumberland, mais qui vraiment a joué un rôle très très épisodique, qui était une agent, une espionne. On a très peu de renseignements sur l'histoire de Milady. Avec Eva Green qui joue magnifiquement bien. Je vous ai même pas posé la question, mais est-ce que vous avez vu le dernier film donc, des Trois Mousquetaires, la première partie? Est-ce que vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Je pense que je ne le verrai pas parce que l'historien, vous savez, voit trop vite les ficelles, voit trop vite aussi les erreurs et ça finalement entache son jugement. Je sais qu'il a beaucoup de succès, je sais qu'on m'en a parlé, certains le trouvent bien, d'autres évidemment ont critiqué quelques aspects et quelques clichés un peu trop complaisants, hein, on l'a dit, faire de Porthos un bisexuel, tout ça ne s'imposait pas, évidemment. Oui, tout à fait. Mais justement, vous n'avez jamais vu une adaptation fidèle des Trois Mousquetaires ou d'une manière générale, vous ne regardez pas tant de films historiques? Si, j'ai vu des adaptations, mais aucune n'est véritablement fidèle. Il n'y a pas un film qui retrace l'histoire du véritable D'Artagnan, et pourtant, ce film mériterait d'exister. Tout à fait. Bah, écoutez, il faut que vous débloquiez des budgets pour donc voilà. faire un véritable film sur votre livre, Le véritable D'Artagnan, donc de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Talendier. On va rappeler aussi le titre de vos précédents livres, donc une biographie sur Jésus, l'histoire de France, le vrai roman national aux éditions Fayard, et puis une grande enquête sur le Saint-Suaire de Turin, témoin de la Passion de Jésus-Christ aux éditions Talendier, une interview évidemment que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Ligne Droite. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils.